Vous laissez s'installer. On va y aller. On a un programme un peu chargé ce soir. Merci beaucoup d'être là. Donc vous avez buffé, mais c'est droit. On va commencer la réunion. Donc merci d'être là et merci à Jean Lavert aussi de nous accueillir ce soir. On a la chance d'avoir ce lieu. Maintenant, on va faire quasiment toute nos réunions. Il fait beau ce jour-là quand on a fait les images. Il fait un peu moins beau aujourd'hui, mais enfin c'est bien avec la machine. Alors, un programme du jour assez chargé, David, hein, on va avoir des aspects un peu techniques. Ouais. Vas-y. Je vais prendre le relais. Donc, le programme de l'ASG aujourd'hui, c'est un rapport moral avec les actions de 2024 et les projets 2025, le rapport financier, le renouvellement des membres du bureau et des candidatures, le vote des résolutions, une première information sur comment convertir son moteur essence au superéthanol. Une information numéro 2, c'est évolution des zones de pêche, on en reparlera. Et information numéro 3, 10 conseils pour préparer l'hiver et avec un impératif de clôture. 10 conseils, il y aura un S aussi, ce sera mieux. On les fera peut-être, ça dépendra du temps qu'on aura à la fin de la réunion, parce que sinon ça peut être un programme assez chargé. On va avoir un secrétaire de séance qui sera François Pinot. Donc dans le bureau, on a David, jamais, qui est président de l'ETBL. Moi je suis secrétaire général, Jean-Luc Tévéral. On a François Pinot qui est au commandant, on a Jean-Pierre Meunier qui est par là, qui est là-bas ici, Jean-Pierre Cassou qui est là-bas, et on a Bertrand Pontrizet qui est par là, il est Bertrand qui est ici. Effectivement, le membre du bureau, on verra tout à l'heure. Donc secrétaire, le secrétaire François. On va essayer de tenir jusqu'à 20h, ça ne va pas être trop long, hein, 1h30, c'est déjà pas mal. C'est interactif, on vous demande de pouvoir poser des questions, en toute ordinalité, on est pas là pour ça discuter, on va vous présenter pas mal de choses, mais on attend aussi vos questions. Rapport moral, on va vous présenter donc le CA. Le CA, donc, je vais vous présenter. Donc, pour l'instant, c'est ça, on va le faire évoluer ensuite. Les actions réalisées en 2024, on commence par le rapport moral. Donc, on s'était réunis à l'Hermione, David, c'est ça? Oui, on a fait une assemblée générale à l'Hermione. C'était très sympa, dans un cadre magnifique. Voilà, pas tellement de choses à rajouter en plus. On a accueilli à ce moment-là les associations qu'on accueille encore ce soir, l'association des usagers du port d'Andaille. Et l'association des usagers du port de Cap-Breton, qui était venue, avec qui on a des échanges et on échange régulièrement. Voilà, c'était l'occasion aussi de relancer un petit peu, on avait une dynamique, on avait décidé aussi de lancer des réunions qu'on a fait ensuite derrière. On s'est réunis pas mal, on s'est réunis pour ceux qui vont venir nous voir en conseil d'administration au bureau. On s'est beaucoup réunis en visio, ce qui permet de travailler rapidement et puis de pouvoir organiser sans trop perdre de temps, donc ça a été efficace. Site internet, David, tu m'en occupes vraiment bien. Je ne sais pas si vous y allez. En tout cas, c'est hébergé par Wix. Hein, c'est un hébergeur qu'on a pris. On a augmenté le forfait. Ça nous a coûté un peu d'argent au début de l'association. Hein, ouais, ça nous permet de gérer les adhésions, les relations avec les adhérents et d'avoir des présentations régulières, de gérer les événements comme ce soir. Et c'est un outil polyvalent. Polyvalent, très, très intéressant et puis assez économique. Donc on augmente un peu le forfait. C'est partie des dépenses que l'on fait, qui nous coûtent le plus. Hein. L'Hermione nous a coûté cher parce qu'on a aussi contribué aussi à l'Hermione l'an dernier. Hein. On leur a payé quand même un forfait. Ouais. Et puis ça a donné le pot de l'Hermione un peu, voilà, 5 ans de travail. Puis après on a des dépenses au niveau. Ici. On a organisé des conférences. Ça c'est les 2 grandes conférences qu'on a organisées. On avait fait santé et urgence en mer et sécurité en mer. Réunion santé, on avait fait ça avec Lucie Teillard, qui était médecin spécialisé du SAMU, avec une conférence qui avait beaucoup de succès, où elle nous avait montré beaucoup de choses pratiques, vraiment, et on essaiera d'en faire ce genre de réunion, parce que c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir des gens ici qui animent, qui sont au SAMU, qui sont spécialisés dans les interventions en mer. On avait d'ailleurs le numéro de téléphone, là, on nous avait donné, celui-là, il faut savoir que c'est à Toulouse, je vous le rappelle. Et c'est un centre spécialisé que vous pouvez appeler depuis votre bateau, directement, et qui vous donne des conseils spécifiques au niveau santé. Vous avez un problème de santé en mer, vous appelez,
Vous avez quelqu'un toute la journée, de 8h à 20h, un médecin spécialisé des problèmes en mer qui vous répond, qui vous dit quoi faire, si un coup de chaleur, mal de mer, ou d'autres blessures, etc. Et sinon, ça sera les gens du 15 qui termineront qui vous intervenir. C'est un numéro à avoir toujours à bord, ça, hein, sur vos téléphones portables. 0534 39 33 33. Sinon, bien sûr, 16 et 196. Réunion sur la sécurité, David, c'était... Ouais, alors d'abord, je voudrais remercier Jean-Luc pour l'organisation de cette réunion, parce que sans son entre-gens et sans ses connaissances, ces relations, on n'aurait pas pu organiser cette réunion, donc merci, bravo, parce que c'était très réussi. On a eu aussi le soutien quand même des gens, parce qu'on a eu quand même, ils ont répondu présents, que ce soit la LSNSM, ils étaient là, oui. Ils nous ont beaucoup aidés. Le port de Bayonne, Eric Ozer, on ne connaissait pas, il est venu, il est très sympa. Le confinement des affaires maritimes, ils sont venus, ils ont été aussi très présents. Les différentes actions, il y avait la PPA, il y avait l'IACA qui était là aussi. Et puis on a Pierre Ranger qui nous a présenté aussi des équipements de sécurité. On avait Karine Cagnon qui était là aussi. Donc on avait vraiment, ils ont tous répondu. Hein. On a organisé la réunion, mais vraiment ils ont tous répondu. Et il y avait quand même pas mal de succès. Et on a fait des petites vidéos, mais globalement. On avait vraiment lancé l'exercice avec les fusées également. On essaiera de le refaire, parce que ça c'était intéressant. Je ne sais pas qui d'entre vous a déjà tiré une fusée là, ici, une fusée. Ouais. Ah ouais. Là, on les a tirés là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Il faut mettre des gants à bord. Hein, une technique. Prenez des gants, c'est important. Et la SNSM avait été super. Hein, ils nous ont beaucoup aidé. Et ensuite, on avait fait démonstration de... on avait un canot qui nous qu'on avait récupéré. Et on a lancé le canot avec ça aussi, on essaiera de le refaire. Parce que c'est vraiment important de voir comment on lance un canot de survie à l'eau. Et comment on y rentre. Avec difficulté. Souviens-toi, David, on est rentré. Et on était... parce qu'ici, c'était pas déplié correctement. Hein, quand même, le canot là. Et donc, des fois, on peut avoir des surprises. Donc ça a été une grosse réunion de l'année. Ensuite, toujours dans ce qu'on a fait en 2024, on a rencontré qui? Alors, on a rencontré l'AGLO, on a une réunion avec Jean-François Irigoyen et Karine Plagnot au sujet des projets de l'agglomération et du port. Vous savez qu'il y a une transmission de la région vers l'AGLO, de la propriété du port du Breslam, du port du Boucau. Donc on a écouté leur projet et ensuite on a pris rendez-vous pour une réunion qui a eu lieu le 10 décembre. On en a eu deux même. Hein. On en a eu deux, ouais. La première, on les a un peu chauffés. Hein. On a eu un accueil de Jean-François Irigoyen qui se demandait ce qu'on voulait. Ouais. Voilà. Et puis après, quand il a compris qu'on était partenaire et qu'on voulait effectivement alimenter et développer un petit peu les choses, ça a été beaucoup plus convivial. La dernière réunion qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, en décembre. Hein. Jean-François Irigoyen, c'est le président du syndicat des mobilités, donc, et en même temps il est vice-président de l'AGLO. Il a un pouvoir relativement étendu, et aussi des capacités financières très importantes. Le syndicat des mobilités, il faut savoir, a des financements qui sont très importants par rapport aux autres administrations. On en parlera pour la piste cyclable, pour le développement de la piste cyclable. C'est bien ça, aussi. Et c'est aussi le maire de Saint-Denis. Réunion port, avec Karine, Plagnot. Oui. On poursuivre les dossiers régulièrement, tous ces dossiers qui courent, la sécurité notamment, l'occupation des comptes par exemple du voyage, les portillons, le quotidien du port, les parkings, etc. Donc des relations qui sont, on peut définir aujourd'hui, très bonnes, ouais. Plutôt apaisées. Oui, apaisées, ouais, tout à fait, avec un discours de vérité. Sans rien lâcher, hein, parce qu'on y va et à chaque fois on ne lâche pas. Hein. L'énorme problème, c'est que tous les projets, vous savez tous, tous les projets du port sont toujours repoussés pour des raisons X et Y, donc il faut avoir une patience à toute épreuve pour arriver à continuer à discuter et obtenir. On a l'impression d'obtenir rien, mais au final on avance, on va le voir. Réunion en CUPIP, ça on vous invite, si vous pouvez, si vous êtes propriétaire d'un bateau, vous pouvez demander l'adhésion au CUPIP, c'est un comité local, c'est un comité d'usagers permanent pour le port de plaisance. Ça a eu lieu hier. On était au CUPIP hier et on a rencontré, là il y avait Mathieu Berger qui était à la région, on vous expliquera pourquoi l'année prochaine il ne sera peut-être pas au CUPIP, en tout cas parce qu'effectivement il y aura transfert d'activité à la communauté d'agglomération. En tout cas on apprend beaucoup de choses et c'est intéressant pour ceux qui ne sont pas, vous pouvez y participer, tout le monde peut y participer. Nous, vous avez un anneau au fond de Plaisance Mondiale. Réunion avec la mairie, tu nous en parles, David? Oui, on est allé avec Claude Bichambre, le président de la PPA, on a obtenu une réunion avec le maire d'Anglette
pour discuter de la piste cyclable. On était persuadé que, on avait entendu que le maire d'Anglet avait préparé un projet, et c'est le cas, avait éventuellement été prêt à appuyer sur le bouton pour déplacer cette piste cyclable qui gêne tout le monde, qui gêne les cyclistes, mais qui gêne aussi les plaisanciers. Et en fait, on est allé à ce rendez-vous avec Claude, et puis en fait, on est reparti bredouille, parce qu'en fait, le maire a tout remis sur le dos de Jean-François Hérigoyen en disant que c'était le syndicat d'immobilité qui discutait, qui décidait, etc. Donc on est ensuite allé voir Jean-François Hérigoyen, ça c'était dans l'ordre chronologique, on a fait cette réunion avant d'aller voir Jean-François Hérigoyen, on lui a dit ça, donc ça l'a fait sourire, mais en même temps, aujourd'hui, s'il y a une décision qui est prise, un financement, c'est Jean-François Hérigoyen qui décidera. Le financement, c'est un coût de, à peu près, on a entendu le coût hier, c'est à peu près 350 000 euros. Ce qui n'est pas cher. Qui apparaît-il, selon Mathieu Berger, est une paille et donc un budget qui est parfaitement accessible par le syndicat d'immobilité. Donc on est vraiment à 2 doigts d'obtenir le déplacement de la piste cyclable. Et elle serait mise où? Elle serait remise sur la notion. Je vais vous en parler après. Les problèmes donc actuels, juste on vous parle des problèmes qu'on a évoqués actuellement, la piste cyclable, l'accès au ponton, le projecteur d'accès du port, le parking, le wifi, et puis après on parlera de tout ce qui concerne les travaux du port. La piste cyclable, on a vu que c'était effectivement, on voit des vélos qui arrivent très vite, et regardez ce qui se passe quand quelqu'un ouvre le portail, et bien là il peut y avoir un accident. Il y a quelqu'un qui arrive un petit peu chargé avec des pièces, n'importe quoi, et bien à ce moment-là il peut y avoir un accident. Donc c'est important de faire attention, parce que là vraiment elle est très très mal placée. Il y a une forte affluence, on voit souvent il y a du monde qui circule sur la piste cyclable, des joggers, des vélos, enfin là c'était, on était là, mais c'est tout en fait ça. Dans les deux sens, donc quand vous traversez, c'est effectivement quelque chose de dangereux au niveau du difficulté. Il peut y avoir des collisions aussi avec les piétons, on se met et effectivement, voilà ce qui peut arriver. Voilà. C'est du réel, on ne va pas scénariser, on se passe le son, mais globalement, c'était. J'ai pu faire la circulation. C'est le gendarme du port. Alors ça va déchauffer, ça va déchauffer. Il peut y avoir des accidents, donc ça ici. Son droit est difficile parce que quand on a une voiture, il peut y avoir des vélos qui descendent. C'est compliqué, c'est accidentel. Donc l'accès au ponton, deuxième problème, David, on avait dit que c'était pas non plus facile, hein, mais on voit que ça posait une difficulté. Bon, il est très facile donc de franchir les pontons actuellement. On voit tous que il suffit de les escalader. Les pontons ne sont pas vraiment sécurisés. Mal intentionné. On a demandé à un cambrioleur d'arriver et puis on lui montrait qu'on passe facilement de côté à l'autre. Franchir Ça les pose pontons vraiment en 2 aucun minutes. problème pour aller sur les pontons. Je reconnais José. Et donc, à partir de là, David, on va vous en parler un peu, mais quelle va être la solution par rapport à ça qui a été proposée? Bon, il est très facile. Les plaques métalliques, mais là aussi, le projet il est budgété, il est prêt, il ne l'engage pas parce qu'ils attendent, ils sont en procès avec le précédent installateur du portique, et donc l'avocat du port a recommandé d'attendre la fin du procès avant d'engager la défense. On a des ports, là c'est à Bordeaux par exemple, qui sont très sécurisés, c'est le port de Plaisance qui est côté de la sous-marine. J'ai fait l'autre chose, c'était le photo, là ils sont vraiment très sécurisés, il n'y a pas de problème. Nous c'est plus compliqué, vous avez des plaques soudées sur les côtés de la zone que vous a montré que vous avez passé tout à l'heure. Et en théorie, ça devrait fonctionner, et comme vous l'avez dit, ça va être un peu. Le courant, non? Le 200 mètres. Pardon? Ça va être le courant. J'ai pas compris. Il y a l'électricité sur le digicode, il va mettre le courant. En 220, il n'y a pas de gros risque. En 220, il n'y a pas de gros risque. L'aspect parking posait problème aussi. On sait que ça c'est en cours. Là c'est des barrières. On ne va pas l'évoquer dans les travaux du port, mais globalement on sait que le budget des barrières qui vont être ici, là, qui vont être mises ici, les barrières qui vont se lever, qu'on commandera avec nos badges. Les badges que vous avez pour rentrer sur les pontons vont servir à pouvoir accéder à cette zone. On va vous expliquer un peu les transformations, la fermeture qu'il va y avoir au niveau des parkings. L'hiver, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on est en été, c'est là où il y a la difficulté. Il y aura des barrières.
Défense des usagers, tu nous en parles, David? Tu as Oui, fait une lettre au procureur. Bah oui, tout l'été, les pontons étaient envahis par les gens du voyage. Et tout le monde constate qu'il y a du monde la nuit, le jour, des gens qui pêchent, qui fument à côté des pompes à essence, etc. Et personne ne bouge trop, c'est normal, parce qu'on n'est pas très unis. Donc la chef de port a porté 2 fois plainte en appelant la police. Le problème, et donc moi je m'en suis occupé aussi, on a été confronté au même problème, c'est-à-dire qu'on compose le 17, on nous dit il ne faut pas appeler le 17, il faut appeler le commissariat de Bayonne. Et quand on appelle le commissariat de Bayonne, on doit faire, c'est l'enfer des numéros, il faut faire le X, le Y, le 7, le 8, le service machin, pour tomber sur quelqu'un qui finit par me dire, monsieur, enfin c'est ridicule, il faut faire le 17. Donc un jour, moi je me suis énervé, et j'ai demandé à parler à un supérieur, ça n'a rien changé, bien sûr. On nous a juré qu'on leur avait jamais rien, on leur avait jamais rien dit. Pourtant, la police est venue une fois verbaliser, bon, c'est des gens du voyage, ils sont venus les verbaliser et se réinstallent en suivant, en escaladant les barrières. Donc on est assez démunis, malgré tout. Donc moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. J'ai envoyé, en fait, au nom de la UPBL, on a déposé plainte auprès du procureur. Ça n'a rien fait, bien sûr. Et j'ai aussi envoyé un courrier aux affaires maritimes. Et je leur ai demandé de solliciter leur aide, parce qu'ils sont très très motivés à toujours nous contrôler en mer sur la pêche et tous les aspects de sécurité. Et là, c'est leur rôle aussi, puisque les gens du voyage pêchent dans une zone qui est interdite à la pêche. Le port, il est interdit de pêcher dans le port, c'est le règlement du port qui le... Et là, les affaires maritimes sont là pour faire respecter la loi et la réglementation. Et donc, j'aurais demandé de leur concours. Évidemment, je n'ai reçu aucune réponse. Voilà. Mais au moins, on a fait le truc, et c'est important de leur signifier, parce que plainte est plainte. Et si vous avez des cambriolages sur le bateau, bien sûr, il faut déposer plainte. Hein. Ça, c'est le 12. Ça, c'est... Pardon ? Pour faire le 12. Faire le 12. C'est quoi le 12 ? Le 12 de Calais. Ah oui, là. Si, c'est Calais. C'est Calais. Ça, c'est pas les recommandations que Pour la le Wi-Fi ne marche pas non plus. On parlera effectivement des solutions. David, on a aussi œuvré là-dessus. On va rencontrer les responsables de l'aglo qui s'occupent du Wi-Fi pour essayer de faire modifier le système et puis un Wi-Fi qui diffuse sur l'ensemble du port de manière à pouvoir accéder à ce service que l'on paye. Hein. Voilà, c'est la patate chaude une fois de plus. Donc, en attendant, la UPBL a fait un test, c'est qu'on a installé une borne fibre. Donc vous voyez aujourd'hui un réseau qui s'appelle AUPBL. Après cette réunion, vous recevrez tous le code d'accès au Wi-Fi. C'est du Wi-Fi qualité fibre, c'est une box 5G. Comme ça, on la met en test. Si ça n'avance pas avec le port, ce qui risque d'arriver, on peut s'y attendre. On pourra utiliser cette borne. Aujourd'hui, elle arrose le bassin est. Elle n'est pas en hauteur, donc elle est assez faible. Mais en fait, assez vite, on pourra la mettre en hauteur. On va demander avec le port, si ce n'est à la mettre en hauteur dans une boîte en plastique, à l'abri de la pluie, et on pourra aussi demander au port de la mettre simplement dans leur bureau, de mettre une d'un côté, une de l'autre. Ça porte loin, ça fonctionne bien. Parce que moi, je suis organisateur de salons. J'utilise des boîtes comme ça maintenant pour des salons qui sont jusqu'à 6 000 m² de superficie. Et malgré l'effet cage de Faraday que font les stands qui sont en alu, ça fonctionne quand même quand on les met en hauteur, ça traverse absolument tout. Donc on pourra se débrouiller entre nous assez facilement. Et ce sera compris, enfin, on pourra... Dans la cotisation de la UPBL. Ce qu'on a réfléchi, c'est David qui a proposé ça, de manière à ce que dans le prix de la cotisation, ça soit compris, vous puissiez avoir cet accès au Wi-Fi fibre, qui permettra éventuellement de mettre des caméras de sécurité dans vos bateaux. Si vous ne voulez pas être protégé. Voilà. On a réfléchi au système. Là, c'est en élaboration. En test, donc après cette réunion, vous recevrez tous, si tu es d'accord, le code d'accès. Et ensuite, je sais que Christian a commencé à la tester. La puissance n'est pas géniale, la borne a dû tomber. Après, on pourra l'installer mieux. On pourra faire des... Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Donc ça, c'est déjà une des raisons d'adhérer à la UPBL. Après, on réservera, bien sûr, on essaiera de sectoriser l'accès au Wi-Fi aux membres de la UPBL. Ouais, on verra comment ça évolue, au fur et à mesure de l'utilisation. Le projecteur d'entrée du port, ça c'est un des problèmes aussi dont j'ai pu signaler l'autre jour.
ce projecteur qui est... C'est Jean-Pierre qui l'a signalé, c'est Jean-Pierre, à juste titre. Il y a un projecteur qui est là pour éclairer les bateaux, c'est pour des raisons de sécurité, mais en fait il est éblouissant, on voit la photo, il est très éblouissant même, et comme les pontons sont éclairés faiblement la nuit, on peut se retrouver à l'eau assez facilement. Encore ce soir-là, là, ça allait, il n'y avait pas de bateau au niveau du pont d'Angers, comme il y a chaque année en bout du pont d'Angers. Le jour où tu as un bateau sur le bord du pont d'Angers et sur le bord des autres pontons, plus le ponton haut, tu es sûr d'avoir un carton. Radical. Parce que là, la photo est prise de dehors le bateau. Hein. Elle n'est pas prise en cabine. Hein. Ben, on va en parler avec le port, bien sûr. C'est partie des points qu'on aborde systématiquement. Les actions 2025 à venir, donc on a ce projet Wi-Fi, une enquête auprès de vous, les usagers, on va essayer de segmenter toutes vos questions, parce que c'est pas évident de répondre à toutes les questions tout ça dans une réunion. Il y en a qui préfèrent le faire par écrit, donc on est en train de préparer une enquête qui permettra ensuite à chacun de s'exprimer, d'exprimer des idées qu'on leur relaiera au niveau des institutions. Campagne d'adhésion et participation au CA, ça c'est ce qu'on va vous dire ce soir. Je vous ai encouragé à vous inscrire au CLIPIC, ça ne coûte rien, en plus c'est gratuit, il faut juste envoyer des courriers. Participation au projet du port, on a essayé de demander à faire partie de l'équipe, en tout cas demander on a sollicité le fait de pouvoir intervenir au niveau des travaux qui vont avoir lieu au niveau du port pour être force de proposition. On nous a dit que bon... Ils ne pas vraiment. Ils ont dit bof, ouais, laissez-nous faire, on est grand, on est tout seul. Mais on a des idées, on leur a dit oui, bon, on verra, on vous sollicitera. Mais n'empêche, on va insister, on va y aller pour insister par rapport à ça. Et plus on sera nombreux au niveau de l'association, plus on aura une force de frappe pour pouvoir intervenir et taper du poing sur la table. Nous, on est là, et on paye le port, on a le droit de participer aux idées de transformation du port. Surtout qu'il y a un historique avec les fameux portails. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas comme s'il n'y avait rien. Exactement. Collaboration avec les autres associations, on en a parlé, et on a prévu cette année, peut-être dans le réunion de sécurité, on peut faire une formation au premier secours avec les pompiers, repasser, parce qu'on a tous passé une journée de secourisme, enfin, certains d'entre nous, mais des fois on oublie les gestes, hein, on les oublie, donc on va essayer cette année de montrer, de refaire avec les pompiers, on va les inviter, et puis on refera une formation de secours, de brevet de premier secours, on le repassera, on fera ça dans le cadre du BBL au printemps, je pense qu'on va essayer de faire ça. Et puis on fera peut-être une conférence aussi sur le gouffre. Ça serait bien d'inviter aussi dans l'aspect qui a déjà fait des conférences, parce que c'est très intéressant de savoir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Les liens renforcés avec Anglais vers Océan, c'est une autre association qui est intéressante aussi. Ça s'intéresse beaucoup à l'écologie, avec les TVA bien sûr, avec le GAFIRA et puis avec le GAFIRA. Les projets du port. Donc là, c'est ce qu'on vous a présenté. Là, on vous présente maintenant les projets du port. On s'est donc réunis, on présente ce qu'on nous a dit. Les panneaux solaires, vous nous en parlez un peu, David, des panneaux solaires qui ont été mis sur le toit de la capitainerie? Oui, c'est un projet qui est passé complètement inaperçu. Ils ont installé des panneaux solaires qui font baisser, qui fonctionnent en autoconsommation et en vente de surplus. On ne sait pas quel est le bilan. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas quel est le bilan. On ne sait pas. On sait que ça a coûté à 60 000 euros, je crois. Ça a coûté cher, ouais. ça c'est sûr. C'est l'autoconsommation, ça rentre dans le circuit. Mais pour l'instant, on a demandé avec l'évaluation, on l'a fait hier, on a demandé quelle était l'économie. Combien il y avait d'électricité qui avait été financée par les panneaux solaires. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de frais d'électricité, de gaz aussi. On va fouiller ça, l'histoire du gaz. Il y a des frais de gaz qui sont liés à la capitainerie. On a des sommes qui nous paraissaient très importante hier. Ouais, 9 500 € de facture de gaz. C'est le chauffage. Il a augmenté le gaz. Pour le chauffage, le chauffage, mais le chauffage de quoi? On veut bien, mais. C'est pas les douches, elles sont froides. Il y a quand même des panneaux solaires qui peuvent fonctionner avec des pompes à chaleur, en tout cas, ça fait un peu d'argent tout ça. Parce qu'en fait, l'idée sous-jacente, c'est de finir par changer les bornes électriques, là, et mettre des bornes comme il y a dans les autres ports, limiter en termes de puissance, on paierait à la consommation, ou alors avec un bouton qu'il faut activer toutes les 12 heures ou 24 heures pour avoir des courants sur le coup. Donc en fait, ils ont avancé, voilà. Oui, je c'est le bien truc sûr, qui est en train de...
Donc c'est en place, ça fonctionne, mais on ne sait pas encore combien ça fonctionne. Alors, déconstruction des bâtiments, ça vous l'avez vu, ils ont déconstruit cette zone de bâtiment qui est ici, là, qui est les anciens mégots, etc., qui étaient là, ils ont tout démoli, il en reste encore à démolir, mais globalement, parce qu'il y a beaucoup d'amiante, c'est pour ça que ça coûte quand même pas mal d'argent, on voit, les budgets sont quand même assez chers. C'est toujours des marchés publics, hein, donc ça coûte très cher, je vois les voilà, donc ça c'est des images que vous avez vues, ça a pris du temps parce qu'il y avait de l'amiante à l'intérieur, et donc ça a coûté assez cher. On a revendu, enfin ils ont revendu un peu la charpente. Voilà. Projet de réhabilitation, alors ça c'est ce qui va vous intéresser au niveau, ce qui est prévu. Donc ils ont prévu, en fait ici, de construire un projet, ça c'est tout ce qui a été démoli, ça c'est la zone qui va être construite au niveau du pont, on le reverra en vidéo juste après. Là il va y avoir toute la zone, on va y accéder par ici, par la rue Louis II Foix. Il y aura une entrée qui permettra d'accéder au ponton là, pour les mises à l'eau des scooters, etc. Ça sera ouvert. Mais il va y avoir des clôtures qui vont venir ici, qui vont fermer cette zone. Il va y avoir la zone de carénage ici, et ici on va voir que ça va être fermé aussi, à ce moment-là. Ici on présentait, c'était pour vous expliquer en réel. Donc c'est le travaux du port, pour vous expliquer un petit peu les sens de circulation. La zone ici va être fermée, ce qui est bien projeté, il y aura une barrière qui va se mettre ici. Et donc on pourra rentrer sur le port soit par l'accès arrière que l'on connaît, qui est à côté de Saint-Pourtant et qui arrive par derrière. On pourra également rentrer, toujours pareil, avec un accès qui a priori sera protégé par des barrières qui s'ouvriront pour les membres, pour les gens du port, par ici. Et ensuite ici, ça sera fermé. Les travaux du port prévoient donc la démolition de ces bâtiments. Il n'est pas encore très clair sur comment ça va être organisé ici. On sait qu'il va y avoir une construction de nouveaux bâtiments. On va se rapprocher de l'angle. On va le voir derrière. Donc ici, la construction de nouveaux bâtiments, je vous l'ai mis en plus gros ici. Donc on va le revoir après en droite, mais globalement c'est ça. Il y a 6 bâtiments, 7 même. Il y en a 7, ça c'est pour le port, il y en a un qui est pour le port, et il y en aura un pour la SNSM, et les autres seront attribués, David, c'est ce que vous avez dit, à des shipbuilders, des gens qui sont en rapport avec une activité maritime. Ouais. Alors, ça m'étonnerait que Saint-Goffort bouge pour aller là, ça m'étonnerait, je sais pas, a priori, ça m'étonnerait parce que vous êtes quand même bien placé, mais je sais pas. Vraiment, on est complètement intéressé, bien sûr. Ouais, donc ça fait partie. T'es au courant, Dominique ou... Donc il y aura certainement, donc ici, un regroupement en tout cas avec des zones qui seront déterminées pour ces bâtiments-là qui seront ici, c'est-à-dire qu'ils auront l'accès à leur propre zone. Par exemple, pour Saint-Goffort, par exemple, ils auront leur bateau qu'ils proposeront derrière, ici on imagine, voilà, pour faire leurs propres opérations. Et puis après, il y aura des shipbuilders qui seront ici, on rentrera par là, et les places de parking qui sont ici. Donc, on voit bien que l'entrée se fait par ici, pour aller à la mise à l'eau, par exemple les scooters déjà, ils passeront par là. Si on regarde la même chose vue de drone, on est sur donc cette zone-là, qui est la rue Louis II Foix, qui est ici. Là, on aura les stationnements de véhicules. Et là, à ce niveau-là, on va avoir donc les bâtiments qui seront là, avec une zone de carénage, avec la zone d'entrepôt des bateaux pour les commerçants, en tout cas pour les commerces. Et ensuite, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. En fait, il y a une emprise au sol qui est prévue uniquement dans le cadre d'appels d'offres. Oui. Donc, parce qu'il y a une rétribution financière pour une zone donnée. Donc on ne pourra pas sortir, en fait. Voilà, chacun aura sa petite zone. Voilà. Et ensuite, tout le reste sera sur la zone technique. Sachant que leur plus grosse problématique, c'est le traitement des antifolies et des eaux usées antifolies. Ça, on va en parler après. Effectivement, ici, là, s'il y en a toujours un appel d'offres, la zone de carénage va être située théoriquement par là, c'est comme ils ont déjà mis en place, avec un bassin de retraitement des eaux polluées liées au carénage. Quand on carène le bateau, il va y avoir donc les eaux de l'antifolie qui sera récupérée dans des bassins. Cette eau, théoriquement, sera, il nous a dit, un circuit fermé, hein, c'est ce qu'elle nous a expliqué, sachant qu'il y a une entreprise qui est en train de... Sachant que c'est pas propre à Anglette, hein, c'est le cas breton, c'est un problème en Andagne, c'est ce qui fait que j'ai perdu le chantier à Saint-Jean-de-Luz qui est sur le bord de la Nivelle, doit également partir. C'est le problème des eaux d'antifolie, c'est un vrai problème d'écosystème. C'est un problème de pollution parce qu'il y a des particules dans les antifolies, même si les antifolies en France sont maintenant réglementées différemment, c'est ce que nous expliquions encore hier, et qu'il y a effectivement une différence par rapport à l'étranger. Et on aura, c'est vrai, ça va faire rentrer le port dans une dimension port propre, qui va être les eaux et donc c'est l'opération port propre qui permettra d'avoir ce genre de carénage
Alors François, ça c'est François qui nous explique son carénage. Et puis là, j'observe qu'on va pas s'en sortir. Donc ici c'est la zone technique, hein, donc qui va être à ce moment-là. Nous ont dit également, c'est ce que je viens de dire, il va y avoir également des bornes d'électricité, c'est ce que disait David à l'instant. Pas encore, c'est pas très clair le changement des bornes. Est-ce que les bornes elles seront temporisées comme dans certains ports? Ce qui peut poser problème quand on a des chargeurs de batterie ou des rechargeurs de batterie pour l'hiver. Si c'est temporisé, on ne va pas repasser, mettre en place, je ne sais pas. Là, c'est pas encore très clair. Non. Tout ce Sur la zone de carénage, les bornes fonctionneront avec les badges. Voilà, sur la zone de carénage, l'entrée se fera avec les badges. C'est-à-dire que quand vous ferez caréner votre bateau, eh bien, il y aura une ouverture de la zone qui pourrait rentrer dans la zone de carénage. Ce sera réservé à ceux qui font caréner en bateau. Et les bornes fonctionneront aussi l'eau et l'électricité avec le bateau. Il y a un projet aussi par rapport au stockage de carburant qui va être refait également. On va commencer à discuter sur le stockage du carburant, puisqu'étant donné qu'il y a pas mal de bateaux qui sont passés au super éthanol, on a commencé à discuter avec le port pour voir s'ils pouvaient accepter d'ouvrir une cuve au bioéthanol. Donc en fait, ils ont 3 cuves aujourd'hui, une de 10 000 litres, une de 7 500 litres, 10 000 litres pour le super, 7 500 litres pour le diesel et 1000 litres encore du diesel pour la grue. Et ils pourraient affecter une des 3 cuves au super éthanol, voilà. Selon le nombre de bateaux qui fonctionnent. Et même peut-être à terme supprimer le diesel. Mais à terme. Non, mais on leur a dit effectivement il y a pas mal de bateaux qui ont qu'un moteur diesel. On n'a pas dit qu'on était favorable à ça. Mais économie de l'eau, il y a des partenariats avec l'agence de l'eau. On a essayé de demander à Karine combien ça coûtait d'eau de caréner. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on va déflouter. Hein. On est en train de déflouter. C'est comme la comptabilité du port qu'on a vu hier. Au plus vite, là, c'est incompréhensible. Mais vraiment, je ne sais même pas si vous comprenez, mais vraiment, il faut qu'on s'y appelle. Si un comptable là, qui arrive là, au bureau, ça serait bien qu'on le mette en mission de fouiller la comptabilité et d'aller voir exactement ce qui se passe, parce que je suis sûr qu'il y a des économies à faire. En tout cas, il y a des dépenses qui sont faites, mais on ne sait pas vraiment, les trucs ne sont pas très clairs. Donc, je pense que ça serait intéressant d'avoir les chiffres réels, parce que le port coûte cher. Voilà, le budget du port annuel, c'est 1 million 1,1 100 000 euros, dont 400 000 euros de frais de personnel. Voilà, il reste quand même 600 000 euros de frais d'utilisation. De toute façon, on va dans une période d'économie et pas une période tout ça, ça coûte très cher, les budgets de... Est-ce que les budgets sont financés d'habitude? Qu'est-ce que tu peux dire sur les budgets des travaux du port pour l'instant? Franchement, je m'en souviens plus. A priori, c'est pas... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les budgets des nouveaux aménagements. Stationnement, on voit que c'est quand même 760 000 euros. La zone du carénage, 400 000 euros, parce qu'il y a également, y compris le traitement des eaux, ça coûte très cher. Ça coûte très cher à installer. Et ça coûte très cher pour le moment en maintenance. Le problème, c'est quand on a des produits en circuit fermé comme ça, avec du traitement de polymère-difolique, il faut simplement repasser, il y a des sociétés, il y a des contrats, en fait ça va coûter très cher tout ça. Et on est plutôt, n'oubliez pas que le port, on vous dira tout à l'heure, va passer dans le giron de la communauté d'agglomération et qu'on va vendre de moins en moins d'argent. Donc on ne veut pas que nos cotisations elles continuent à augmenter régulièrement. On ne va pas payer non plus, il faut être très vigilant, c'est pour ça qu'on veut être vigilant à ça et rentrer aussi dans les gens qui vont les conseiller pour les forces de conseil de proposition pour les travaux, parce qu'il n'est pas question qu'ils vont mettre des frais énormes non plus, et qu'après ils nous augmentent la cotisation de 10 ou 15% en disant il faut payer le bail de carénage, l'entretien, le machin, etc. Donc ça, il faut être vigilant, c'est pour ça qu'on y sera vigilant. De ce côté. Sanitaire et douche, là aussi, il y a des projets en cours, des thermostats, machin. Qui sont faits pour les douches, l'amélioration, les entrées se font avec les badges, pour ceux qui utilisent les douches du port. Évacuation et tri des déchets, donc David nous explique un petit peu la... David, tu nous expliques les modifications qu'il va y avoir au niveau des poubelles concernant le port de Plaisance d'Anglette. Oui. Donc en fait, toutes les poubelles qui sont actuellement placées, poubelles à pédale au bout des pontons, comme celle-ci là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme les petites. Elles vont être retirées. Elles vont être remplacées par des containers dispatchés dans le port. Donc 3 containers bidéchets plastiques et ensuite tout venant.
Il y en a un au bout du port, un vers ici, vers la capitainerie, enfin, le bureau, et la deuxième tout au bout. Et aussi, distinctement, 3 containers à terre qui sont dispatchés de la même manière, un au bout du port, un vers ici le bureau et un au bout du port. Comme ça, on pourra déposer nos déchets en les pré-triant plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Oui, parce que ça... Ça coûte cher, c'est ça? Ça coûte cher le tri ensuite, parce que pour l'instant, c'est pas tellement trié, c'est ce que vous avez En fait, expliqué. ça doit être foutu en vrac et en fait, c'est pas du tri, c'est un cauchemar. Tout est retrié derrière. Donc en fait, ça va pas. Et ça va pas. Et c'est refacturé au port. C'est refacturé au port. Ça coûte au port le retri des déchets. Question. Et alors, du coup, qu'est-ce que vont advenir les employés du port qui ramassent les poubelles aujourd'hui? Parce que déjà qu'ils ne font pas grand-chose. Il va falloir embaucher. Oh, ils font pas grand-chose. Ah mais je le dis haut et fort, hein. C'est pas honte de le dire. Hein. Bah, peut-être des missions de surveillance. Mais ils s'occuperont des gros conteneurs, peut-être. En tout cas, les conteneurs, vous les atassez ici, là, il y a 3 zones. Et on avait sollicité qu'il y ait un conteneur à verre, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... En bateau, on picole pas mal, hein, vous avez constaté. Non, et donc, il y a pas mal de verre. Et donc, il y a beaucoup de bouteilles dans les déchets. Et effectivement, le problème, c'est que les conteneurs à verre, ils ne sont pas directement. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à mettre le plus dans la poubelle directement. Vous ramenez le verre à la maison. Mais globalement, c'est pas évident. On a demandé des poubelles à verre, il y en aura que 2, je crois. Et qui ne sont pas tout à fait au même endroit. On a sollicité qu'il y ait 3 emplacements. Déchets, plastique et verre, c'est pas possible. Ils ne mettent pas à côté, ouais. Ils ne veulent pas le mettre à côté. Le verre d'un côté, on va essayer de discuter de ça. Il y aura des travaux pour 2025, il y a un filet anti-pollution qui va être acheté par le port. C'est obligatoire, hein, ça fait partie des toujours dans l'opération ISO, port propre, etc. Les équipements, les plaques, on les voit ici, c'est ça, hein, c'est des plaques comme ça qui seront en triangle et qui seront mis sur les pontons. Ça semble passer ça, ouais. 2025 ou 2026, on verra. Mission impossible. Les parkings, les barrières, c'est acté, théoriquement, le budget est prévu, mais elles ne sont pas encore en place. Hein. Et puis quand elles seront en place, il faudra qu'elles restent en place. Le problème des barrières, c'est qu'elles ont tendance à rester ouvertes ou alors à être découpées, enfin bon, bref, on verra. Et la piste cyclable, donc on va en parler, la piste cyclable. David, est-ce que vous avez... Oui, je crois qu'on a pas mal dévoilé le projet, donc en fait, je vous confirme que ça a l'air... il y a 9 chances sur 10 pour que ça se passe et que ces pistes cyclables soient enfin déplacées dans l'avenue qui est au-dessus. Voilà. D'ici combien de temps? Il y a une 5-10 ans? Non, l'échéance, c'est les années. Non, une cinquantaine d'années. Tu seras plus là pour les voir. Non, mais c'est pas grave, on aura... Non, bien sûr, oui, bien sûr. On aura poussé le... On va Non, mais c'est pousser. ça le problème. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'on a appris hier, c'est que c'est le syndicat des mobilités, qui dépend aussi de la CABAD, de la communauté d'agglomération du Seigneur, qui a beaucoup d'argent, qui a plus d'argent en fait que la communauté d'agglomération, c'est quand même un budget pour les pistes cyclables. Et donc, ça coûte que 320 000 €, enfin que 320 000 €, c'est très cher, mais pour du goudron, de la charge, 300 mètres de goudron. c'est pas énorme pour cela. Et a priori, ça sent bon, parce que la mairie participerait un petit peu, parce que j'ai compris, et ils s'entendraient, ça pourrait bouger assez vite, sachant qu'il y a du calme, on va montrer des vidéos, des risques d'accident. Et le jour où il y aura un accident, ça va faire le grand type du sud-ouest, qui est là, qu'on appelle ce soir, qui vient nous voir d'ailleurs. Et on ne veut pas que vous fassiez donc, des reportages sur l'accident au port de Bayonne. C'est vraiment très très dangereux. Hein. Donc on évite l'accident et on a milité là-dessus. Et on va encore prendre contre la mairie pour appuyer là-dessus. Ça sera vraiment. On a joué notre rôle là-dessus. Dernier point, transfert de compétences. Ça c'est très important. Jusqu'à présent, le port, il appartient à le port. La propriété du port appartient à la région. Qui le gérait, c'était régional. Et il avait délégué à la communauté d'agglomération la gestion. C'est pour ça que la directrice du port fait partie des salariés de la communauté d'agglomération. Et à partir de l'année prochaine, la région se débarrasse en quelque sorte de nous, on s'occupe du port industriel, mais le port de plaisance, on refile le bébé à la communauté d'agglomération. Et donc tout le transfert du port de plaisance va être transféré à la communauté d'agglomération, y compris le Havre du Boucau, qui a un statut un peu particulier. Alors, je vous posais des questions hier, justement. Ici, vous avez un tout petit port. Il n'y a pas beaucoup d'équipements. C'est une association, en fait, de plus
financiers qui gèrent le truc, qui gèrent les anneaux, la répartition des anneaux. Le coût est beaucoup moins important pour nous, bien sûr. Mais par contre, ils étaient quand même aidés au niveau d'entretien par la région qui finançait notamment tous les petits bateaux que vous voyez ici, qui sont là et qui sont amarrés des corps morts où il n'y a que des problèmes, avec des travaux en permanence pour enlever les arbres qui viennent se mettre dedans. Là. Et ça faisait partie du même package. C'est la région qui avait tout ça. La région, théoriquement, transfère ça à la communauté d'agglomération, et d'après ce qu'on a compris hier, ils vont aussi transférer ça. La seule chose qu'ils n'ont pas transféré, c'est ça. Là où on est actuellement, c'est-à-dire le bâtiment de club Atlantique, qui comprend le bâtiment d'ici et le restaurant, qui appartient au club, et qui est sur des statuts vraiment très anciens, et qui appartenait il y a une autorisation d'occupation du territoire, c'est compliqué, il y a un contentieux avec le restaurant, c'est compliqué l'histoire, et probablement ça sera transféré dans un deuxième temps, dans une fois. Mais pour l'instant, l'année prochaine, ça passe à la communauté d'agglomération, sachant que normalement ça ne va rien changer en termes de choses. Tu me regardes avant, c'est ça? Voilà. Rapport financier, bon, là on a fait le plus gros, hein, parce qu'on avait beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Rapport financier, François, notre trésorier qui vient nous faire. Bon, c'est pas très long, rapport financier de 2020. Bon, François, je te passe. Donc voilà, je ne vais pas faire de la comptabilité parce que je suis incapable de le faire. Donc je vais simplement vous parler un petit peu de trésorerie. Donc au début de l'année, on avait donc 1381,50 € en banque. Après ça, on a reçu quelques adhésions, 578,40 €. Alors vous allez me dire, oui, mais les adhésions, c'était 10 €. Comment ça se fait qu'on arrive à un chiffre pareil? Tous ceux qui sont passés par Internet, en fait, les sites Internet prennent un petit de l'ordre, il y en a certains qui prennent jusqu'à 4%, donc au lieu de recevoir 10 €, on reçoit 9,60 €, etc. Bon, on a bien entendu nos assurances, il faut être assuré. Ensuite, on a nos autocollants que vous avez là sur la table, vous pouvez vous servir, ils sont à disposition. Et cette année, donc ça c'est une dépense qui n'est pas reproductible. On l'a fait une fois, on la refera peut-être dans 5 ans, 10 ans. Voilà. De même pour les frais de l'Assemblée Générale de l'année dernière, on l'a faite sur l'Hermione. Donc on a participé au renflouement de l'Hermione. Ça aussi c'est quelque chose qui ne se reproduira pas l'année prochaine. Bon, ensuite, on a quelques frais frais de banque, des frais de poste, voilà. On a des intérêts qui nous sont revenus. On a Internet. Alors là, Internet, c'est aussi pareil. On a payé, cette année, on a payé un peu de 2023 et 2024. Donc, la somme est un peu plus élevée que ce qu'elle devrait être. On a des réceptions, je ne vous explique pas, vous avez ça sur la table. Et là, cette année, on a... Ah, tiens, il y a une petite erreur. On a eu des soutiens, ce sont des professionnels qui nous ont payés, qui nous ont donné quelques sous. Saint-Beaufort, Jetsport, des choses comme ça. Voilà. Donc au total, cette année, on se retrouve en finale avec 884,24 €. Mais si on tient compte des 600 € ici qui ne seront pas reproductibles l'année prochaine, on voit qu'on a quand même plus ou moins bien tenu nos comptes. Pour que ça passe. Et on a 4 000 € d'épargne aussi. Ah, voilà. Donc en plus, à côté de ça, on a un livret A sur lequel on a 3 680 € et un compte titre sur lequel on a 41 €. Voilà le bilan on a demandé quand même une subvention à la mairie, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, ce qui permettra d'organiser des réunions. Si on a des invités, par exemple, qui nous coûtent un peu d'argent, si on les rémunère à ce moment-là, on a demandé une subvention à la mairie. Et puis sur la cotisation 2025, on a discuté ensemble
fait 10 € jusqu'à présent, c'est dit que 12, c'était pas quand même une augmentation trop importante. Et puis il faut avoir une certaine crédibilité, parce que si vraiment 10 €, ça fait vraiment, voilà, je te donne 10 € et puis c'est pas grand chose quoi. Et donc on s'est dit que voilà, il y a un minimum à avoir, et peut-être qu'on la montera plus tard à 15. On va voir, voilà, une asso, c'est 15, c'est pas non plus quelque chose d'énorme. On va monter donc à 10 € pour 2025. Renouvellement des membres du CA, là on appelle à votre volonté également. Pour l'instant, on avait David, donc, qui est président, moi j'étais secrétaire général, François était trésorier, Jean-Pierre Cassou et Bertrand Pontilzen étaient membres du bureau. On avait Frédéric Bernet aussi, mais qui avait, au niveau professionnel, choisi de quitter le bureau parce qu'il avait trop d'activité, il ne pouvait pas plus s'en occuper. Et on a proposé, on a interverti juste avec David, on va faire président tournant, secrétaire tournant. Donc c'est moi qui vais prendre la présidence et David le secrétariat, ça ne changera rien à ce qu'on a fait tout au long de l'année. Et François Bille, le trésorier, Jean-Pierre Cassou qui s'est porté volontaire vraiment pour être secrétaire général adjoint, et Bertrand Pontilzen qui d'abord le fond, trésorier adjoint. Et on aimerait bien, s'il vous plaît, avoir 2 nouveaux membres au conseil d'administration à trouver dans la salle. De toute façon, vous ne sortez pas d'ici, donc on ne pas. Donc voilà, on aimerait avoir tout à fait. On est volontaire pour on peut même monter à 3 ou 4, parce qu'il y a un problème, on a mis 2, mais c'est un minimum. Donc si vous êtes volontaire, ton prénom c'est Bruno et Robert. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés pour participer au CA? C'est pas non plus, c'est juste une journée, les réunions on les finit en vidéo, donc ça nous prend pas de temps. On prend une demi-heure ou 1 heure, mais maximum, on apprécie cette réunion et puis on se réunit de temps en temps, comme on a fait là pour les images, mais globalement on n'a pas beaucoup de temps, donc on est d'accord, Bruno, Robert, ils sont partants. Okay. Merci, bienvenue. Merci, bienvenue. Bon, des résolutions qui touchent pour le rapport moral, donc là on a qui est contre. Qui s'abstient. Donc voilà, théorie, rapport moral, ok. Le rapport financier de François, qui est contre. Qui s'abstient. Qui est pour. Ok, à l'unanimité. Et puis pour l'approbation du CA, élection des nouveaux membres, donc on a dit le bureau, on vous l'a présenté, Bruno et Robert, qui est contre, qui s'abstient. Qui est pour, enfin qui est pour tout le monde, ok. On est tous d'accord. Très bien, c'est bon. Très bien. Ok, on a fini sur l'Assemblée Générale elle-même. Avant de passer juste sur les 3 informations qu'on va vous donner, on aimerait avoir quelques questions, parce qu'on a beaucoup parlé, hein. On aimerait juste avoir quelques questions par rapport à tout ce qu'on vous a présenté. On essaie de faire bref, lever la main, vous intervenez, on essaie de pas faire polémique et puis de répondre comme on peut à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté au niveau du rapport moral, au niveau des actions en 2024, ou est-ce qu'on veut faire en 2025, des compléments d'information? Oui. Est-ce que vous avez des rapports avec le jet ski là? Est-ce qu'on a des rapports avec le jet ski? On les a invités, ils avaient participé. Ils sont membres. Ils sont membres de l'association. Et donc ils sont 45 € de soutien. Ils nous ont soutenus. En revanche, de relation. Quel est leur ressenti par rapport aux plaisanciers? Parce que je ne sais pas. Je n'ai aucune relation avec eux personnellement. Moi, à titre personnel, je me suis pris la tête plusieurs fois avec les. Oui, voilà, ça dépend de qui. Il y a des moniteurs qui sont en cours. Ouais. Et il y en a, bon, je ne les connais pas spécialement, mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas cool, quoi. Bah, ça serait bien d'organiser une discussion. Parce que c'est de la cohabitation, quoi. Il faut faire que les deux fassent attention. Ah ouais. Et moi, quand je sors de mon navire, là, la F, ils sont au radeau. Tout à fait. Que je ne les vois pas forcément. Et alors, si j'arrive un peu trop. Au moment où ils arrivent, des fois il y a des cris. Et ben, ce qu'on pourrait faire, c'est organiser une rencontre. Hein. Oui, c'est ça, ouais, je pense qu'il faudrait qu'ils se rendent compte du point de vue. Déjà qu'ils sortent des allées, et des priorités. On avait évoqué les sujets par rapport à tous les intervenants du pont dans la sécurité, la sécurité en mer. Effectivement, ce qui est vrai,
quand on sort, on a ce problème où ils arrivent en finale à 4 ou 5 scooters, Voilà. et souvent des débutants dedans. Moi, je Ils fais doivent pas attention toujours à l'heure, s'arrêter. je les laisse passer à 14h. Il peut y avoir un accident quand c'est un bateau qui rentre, le scooter qui sort et toi tu sors de l'allée, ton allée dans le bateau, et si le bateau il a de l'air, hein, parce que les bateaux ils sont assez lourds, Voilà. faire marche arrière dans le petit couloir, c'est pas toujours évident. Non. Donc Et c'est vrai que surtout s'il y a du vent. surtout s'il y a du vent, donc ça fait partie des problèmes où on pourrait rencontrer pour Ouais. évoquer ça. Ouais. En plus, normalement, c'est le bateau le plus manœuvrant qui doit laisser la priorité à celui qui n'est pas manœuvrant. Mais le problème c'est que le gars qui moniteur est manœuvrant, mais les jeunes qui sont derrière. C'est leur Ils sont- argument. Ah, ils sont mais ils n'ont jamais- pas le permis, ils ne savent pas conduire. Oui, bien sûr, parce que là, on a son métier. Moi, je voudrais simplement dire qu'on n'a pas besoin de prendre de douche non plus. Parce qu'une fois, je suis sorti avec mon bateau, il y a un jet ski, c'était le moniteur qui a tourné juste devant moi, Ah oui, oui. et on a pris toute la flotte de son refroidissement. Alors, il n'y a pas que, il y a aussi des particuliers, des fois les cas courts. On va aller les rencontrer et On va les si vous rencontrer. voulez venir avec nous, bienvenue. Non, mais on va les Si, rencontrer. si. Oui, non, mais je viens Ah oui, discuter avec si, eux. si. Mais bonne Ouais, idée, non. on va les rencontrer. Effectivement. Ils ne sont pas partis au contrôle. Sur les questions de sécurité, j'ai évoqué 2 fois la question d'accès au ponton. Ah bon? S'il y a l'urgence médicale la nuit, par exemple, même la journée, ou si quelqu'un tombe à l'eau, parce qu'il n'y a pas d'échelle pour... Si, si, sur un bateau, il y a un bout maintenant, depuis que tu as dit ça, Ouais. il y a un bout avec un anneau, et si tu tombes à l'eau au cul de mon bateau, tu peux tirer sur le bout et l'échelle elle va venir. Mais est-ce que c'est devenu obligatoire sur les bateaux de laisser, parce que dans certains ports, c'est Je ne sais pas si c'est un obligatoire, règlement mais de moi port je l'ai que fait. chaque bateau doit avoir. Et puis ça peut m'arriver à moi. Mais c'est une bonne idée, on l'a jamais transmis en fait. On en avait C'est parlé. pas énormément. obligatoire. Mais l'autre souci est maintenant que vous allez encore sécuriser l'accès au ponton. Oui. Il me semblait que le système pour appeler ou pour que des gens qui viennent pour donner secours, s'il y a par exemple un incendie ou une urgence médicale, c'était un système assez approximatif. Alors, les pompiers sur les services de secours ont le code, les codes d'accès au ponton. La police, les pompiers sont informés en permanence du code. C'est la réponse qu'on a obtenue. Et quand il y a besoin d'accéder au ponton, la chef de port dit qu'il suffit de téléphoner au port, dans les horaires d'ouverture. Ouais, sans que la nuit, C'est la réponse qui est faite. Et nous, on a demandé à ce qu'il y ait une boîte à laquelle on puisse accéder, une boîte avec un badge qui fonctionne sur tous les pontons, auquel on puisse accéder avec un code et tous les plaisanciers puissent savoir. Et en fait, ils n'ont pas retenu ce système. Donc les SAMU étaient informés aussi. A priori, oui, c'est ce qu'on aurait dit. Oui, oui. J'en suis pas sûr en fait. Il mais me ça, semble- Pardon, il me semble que c'est un système très formalisé, mais peut-être pas très réaliste. C'est vrai. on est d'accord. Pour l'instant, on passe pour les barrières en cas d'urgence, mais quand ça sera fermé, on ne pourra plus le faire. Je suis d'accord. Donc on va le discuter. Après, il y a des échelles qui existent aussi sur tout le long du port, hein, sur la berge, il y a des échelles qui descendent, qui permettent d'accéder dans le port directement. Il y a des échelles, ils ne sont pas fixées au compte, elles sont Parfois, fixées. j'ai cherché Elles sont des fixées. pantalons. Mais elles ne sont pas fixées Si au je compte. soulève la question, c'est parce que, modestement, j'ai sauvé quelqu'un dans un port qui était tombé à l'eau et il n'y avait pas vraiment moyen rapide de voir où on aurait pu sortir. Là, c'est pareil, parce que les Et échelles ça elles sont tourne à près nuit. du bord, et si on tombe au bout, Et surtout la nuit, parce que les échelles que j'ai vues la nuit, ils sont... Ouais, c'est vrai. Ok, la sécurité, d'autres questions sur ce qu'on a fait, oui. Marie-Glace, nous a montré un filet anti-pollution. Anti-pollution, oui. Vous avez pris la remarque des branchages qui rentrent dans le port pour naviguer dans beaucoup d'autres ports. Certains sont équipés d'une espèce de déflecteur à l'entrée du port, surtout dans les zones comme nous, avec dans les estuaires comme ça, pour que les branches ne puissent pas rentrer trop vite dans le port. Elles sont d'abord rejetées et puis qu'elles fassent le grand virage pour revenir. C'est pas envisageable parce que le filet anti-pollution, il va falloir qu'il le déroule, qu'il le renroule. C'est prévu uniquement pour un bateau. S'il y a un bateau qui perd son gazon, c'est pour un bateau qui perd son carburant, ça permet d'entourer le bateau. Surtout pour ça, c'est pour
fermer l'entrée du port si jamais il y avait une pollution externe qui rentrait. Mais on a parlé des branchages qui posent de gros problèmes, notamment sur l'arbre Libuco où ils ont beaucoup d'arbres qui arrivent. C'est extrêmement compliqué, ces zones-là sont arrachées, il y a beaucoup de courant quand même dans la Dour, et c'est très difficile de fixer quelque chose. Il faudrait des corps morts très puissants pour arriver à arrêter les branches, et il y aurait on voit tout ce qui s'accumule, il y aurait des troncs d'arbres énormes, c'est pas évident. On comprend le problème, mais on ne nous a pas apporté une solution, il faudrait carrément une espèce de digue à l'entrée du port. Non, c'est pas une digue, moi j'ai vu des systèmes flottants qui marchent très bien, les branchages ils ne sont pas à 3 mètres sous l'eau, ils sont en surface. Oui, mais il y en a beaucoup. Si tu repousses tout ce qui est en surface, tu te balades pour que ça sorte. Et je faisais la remarque parce que moi je fais de la régate. Je prépare ma carène au week-end, la saison dernière, ma carène, elle était vraiment très abîmés par les branchages et qui font, une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils sont cassés, à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche, je dis bon, on va refaire une carène. On pourrait faire des propositions concrètes au port. Ça fait partie des projets. Des choses concrètes. Si vous avez des photos, des projets, on a des dossiers là-dessus, on peut les présenter. Non, mais il faudrait qu'ils les enlèvent aussi. Voilà. Parce que on les enlève. Ils ont un cours à pour aller les tirer sur la cale de mise à l'eau des jet skis. Là. Ils les tirent parce qu'ils les mettent dans un coin. Il y a des jeunes qui vont venir avec les tronçonneuses, ceux qui se chauffent avec, mais souvent ils attendent ou que nous on se les mette sur le ponton. C'est ça. Quand ils les mettent sur les pontons, quand à une époque même il y a eu, ils sont encore là, ils les repoussaient d'un coup de pied en passant. Et pour eux, ça fait partie, dans d'autres ports où c'est que j'ai pu aller, on voit qu'ils passent quand il y a des bois qui sont rentrés, les embâcles, ils les enlèvent. Ils les enlèvent. On note ça et on va... J'ai noté, on va discuter de ça. On va discuter pour effectivement... On leur demander de faire des crues, là, comme il y en a quelques-unes en ce moment, c'est pas toute l'année, et comme ça a été dit, j'ai entendu là, qu'est-ce qu'ils font alors qu'avoir fait leur tournée les poubelles et les bateaux, ils sont derrière l'ordinateur. Peut-être qu'on leur demanderait des grosses branches. Les sortir. Ok, là on va c'est noté, on va la ça fait partie. Et ça fait, je crois que ça fait partie de leur boulot. Quand il y a un bassin, il ne faut pas le soit pollué. Mais moi j'ai une autre question. Vous avez dit que les portails d'accès au port seront avec la carte. Oui. Or, ils donnent une carte par bateau. Que font les équipiers? Alors, ça fait partie des choses qu'on leur a demandé aussi, de pouvoir accéder à une deuxième carte. Pour l'instant, ils sont un petit peu... Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas pour des raisons, ils ne veulent pas que les cartes soient diffusées. Et donc là aussi c'est pareil. Et quand c'est non, c'est non. Manifestement, c'est la même chose avec la vidéosurveillance. À part ça, j'ai entendu dire que les codes d'ouverture des portails c'est public. Alors les codes d'ouverture sont pas publics, mais il faut savoir que le code est un code à 6 chiffres ou 5 chiffres, et effectivement il n'y a qu'un chiffre qui change de semaine en semaine. Donc il y a des gars qui connaissent le code et qui transfèrent à tout ponton le code en question, et ça fait que ce code est souvent diffusé, parfois par des groupes WhatsApp, sur certains pontons à tout le monde. Donc effectivement à ce moment-là il devient un peu public, je suis d'accord, mais c'est pas public non plus. Mais certaines personnes ont mis en place des réseaux avec la diffusion de ce code qui change que de la chiffre chaque semaine. Voilà. Jean-Luc, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui l'a fait devant moi, qui a téléphoné ici à la capitainerie. Il a dit « Bonjour, je souhaite aller au bateau de tel nom. Est-ce que je peux avoir le code du portail ?» Et bien le mec, il a donné le code du portail. Oui, ça, j'ai pas les contacts. Donc il reste public. On est comme nous de téléphone. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas de vérification. Il faudrait, on a demandé normalement, c'est j'aurais pu se déplacer. C'est ça, il y a la capitainerie pour se déplacer pour dire voilà, je suis exactement. Ça, on a demandé ça, que ça soit fait. Et que l'incrément du code change, c'est toi qui l'avais demandé. Que l'incrément change et que les règles de distribution des codes soient changées. Donc a priori, ils ont dit oui. Mais est-ce qu'ils le font, je ne sais pas. On va remettre. Ce sera l'occasion de batailler la prochaine fois. En question. C'est quand on voit un bateau qui est en difficulté sur le ponton en face et qu'on ne peut pas passer parce que justement on est bloqué par la barrière. On peut juste constater qu'il a touché là, il a touché là.
Il n'a pas réussi à reprendre sa On est place. d'accord, ça fait partie des problèmes. Dans la journée, on peut appeler le port, on nous donne le code. Mais Oui, effectivement, parce que dans c'est l'urgence. pas aller bouger pour aller à... Non, mais nous, on pourra y aller en passant. Mais effectivement, ça ralentit les choses. Ça fait partie des avantages et inconvénients. Ça avait été Oui, Sur le sujet du code, il existe des applications smartphone pour éviter de se trimballer la carte. En général, on les a en voiture ou dans le bateau, une fois qu'on est sorti, le téléphone, on l'a toujours dans la poche. Copie des badges. Pour remplacer le badge, je sais pas si c'est... Vous avez Alors, Sauf que les badges sont je suis pas arrivé non protégés. plus. Moi, j'ai essayé, je suis pas arrivé. Si tu arrives à la ouverture avec un smartphone, moi, je veux bien. Non, je suis pas arrivé, mais dans les... Moi, je suis pas Ça, c'est arrivé. la théorie, moi je pense que Moi, j'ai essayé, mais je suis pas arrivé. C'est J'ai essayé de dupliquer une carte aussi, ça marche pas non plus plus. pertinent que se poser la tête avec Il y a des appareils qui dupliquent les cartes, des cartes comme ça. Moi, j'ai essayé des petits appareils, ça fait marcher. Ouais, il faut savoir que quand même le fait de faire ça c'est illégal, donc on casse le système de sécurité du port. Après les conséquences, parce qu'eux ils enregistrent toutes les entrées-sorties, ils ont des journaux des entrées-sorties. Donc quand on fait ça, c'est comme si on commettait une infraction. Autre question, oui. L'accès au ponton haut quand il y aura le nouveau bâtiment et les places de parking, parce qu'ils ne veulent pas qu'on se gare sur la digue, ça je comprends pour les pompiers qui passent ou quoi. Alors, la place de parking, effectivement, c'est une bonne question. On a vu que le ponton, l'ouverture était possible, le passage était possible sans, ça ne sera pas clôturé. Il n'y aura pas de barrière Il n'y pour le ponton. aura pas de barrière pour le ponton, oui, il n'y aura pas de barrière. Effectivement, on pourra y accéder directement. Et le parking, ça se fera, mais on pourra amener les affaires au ponton, et puis ensuite aller vous garer, peut-être devant les nouveaux bâtiments. C'est le problème, c'est que vous risquez d'aller. C'est un petit peu le souci. Est-ce qu'on pourra se garer devant? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont se garer devant les nouveaux bâtiments? Je crois que c'est pas la réponse. Non? Non, c'est pas vrai. On ne sait pas encore. Devant, mais devant côté. Devant les commerces, il y a Côté prévu. deux fois. Oui, rue Loup deux fois. Ah, mais deux fois, oui, il y aura sûrement des places. Il y aura des places, mais Sur effectivement. l'intérieur, sur le côté zone technique. Façon technique, il n'y aura pas de place. Mais est-ce qu'il n'y a pas de danger? Est-ce que les gens se garent devant les magasins? Justement, Ce qu'on va faire pour nous, c'est qu'on va poser la question. Parce qu'il y a transport bateau, je pense, si. On a, Il y aura jamais 33 voitures en même temps. Comme c'est pas arrêté, on va poser la question. C'est pas arrêté, on on va faire en peut sorte encore de savoir où vont se garer ces transports voitures. Autre question sur la. Oui? Est-ce qu'il y aura des places handicapées supplémentaires? Ça va être en fonction des places. Je pense que le quota, c'est en fonction des places standards. C'est un quota, ça. Quelque chose que je ne comprends pas. Il va y avoir sur les dépôts, des magasins, il y a un accès qui est interdit. Non, l'accès n'est pas interdit. On peut y aller par la rue deux fois. Si on reprend le plan, oui, tout à l'heure, on revient revoir le plan, voilà. Ici, cet accès-là, là c'est libre. Là. Et les magasins, ils sont là, les parkings sont là, et les magasins sont ici. Donc tout le monde peut y aller, c'est libre, il n'y a pas de fermeture. Et de là, on peut rejoindre le port. Et de là, derrière, on peut aller au ponton en haut. Il y a la carte, la descente. Pour aller au port, il faut passer par ici. Là. Par ici. Là, ça sera ouvert. Là, le portail est fermé, mais là, ça sera ouvert. On pourra passer comme d'habitude, là, comme on fait aujourd'hui. On arrive par le rue du port, on tourne ici, ça restera ouvert, et ça restera ouvert par l'accès général. Ils ont prévu de mettre des sanitaires pour les gens, justement, quand on est au carénage ou au ponton haut, pour faire tout le tour, les gens, quand ils vont aller aux toilettes. C'est pas ce que. On n'a pas parlé de sanitaire. Parce que ça a été évoqué à d'autres assemblées générales, les gens qui sont. Quand on travaille à la zone technique, si on a besoin pressant, on prend un bailleur, on fait tout le tour. On va en parler. Je propose qu'on. Il faudrait qu'on ait les intervenants qui attendent. On vous propose maintenant 3 informations. On verra sur. On a un intervenant qui va nous parler du super éthanol et de comment transformer son moteur en super éthanol. David, tu nous présentes le Ouais, merci à Johan de SLJ qui est venu présenter ça. Donc en fait, on est plusieurs bateaux à avoir passé des moteurs hors bord au super éthanol cette année et ça se passe plutôt bien. Donc on a proposé à Johan de venir présenter sa solution. Alors ce n'est pas la solution qui est illustrée ici. Et donc le super éthanol, c'est un biocarburant qui est fabriqué avec des betteraves et qui est écologique entre guillemets et qui coûte 75 centimes d'euros le litre. Bonsoir à tous, merci David pour l'invitation. Effectivement, le super éthanol, c'est un carburant aujourd'hui qui a 3 avantages forts. Le premier, c'est effectivement
en termes de pollution, c'est un carburant qui est fabriqué à base d'alcool et qui surtout est fabriqué en France, à base de déchets de betterave, de déchets de bois, enfin de diverses choses qui sont fermentées pour faire de l'alcool. Donc il y a un gros avantage et un gros impact environnemental par rapport au samplon. Le deuxième avantage, et pas des moindres, c'est son coût, puisqu'aujourd'hui on est entre 70 et 80 centimes le litre, contre 1,60 €, 80 sur un litre de samplon, 95 ou 98. Le troisième avantage, c'est un avantage technique, c'est un carburant qui a un azotate très élevé, qui est un peu plus pur que du samplon, puisqu'on a moins de résidus pétroliers, donc on a moins d'encrassement, on arrive à avoir des fiabilités qui sont un peu optimisées par rapport à du samplon. Enfin, si c'est bien fait, j'insiste. C'est un carburant qui malheureusement a été un peu sujet à débat ces dernières années parce que tout le monde s'est un produit installateur et il est parfois mal vu par des concessionnaires ou des réparateurs qui vont travailler là-dessus. Mais si c'est bien fait, ça fonctionne très bien, ça existe depuis 1968. C'est un des premiers carburants utilisés en Amérique du Sud. Et en France, ça existe depuis 2008. Moi, je roule à ça depuis 2008. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on transforme, dans un petit atelier, on transforme à peu près 800 véhicules à l'année, depuis 2018 sur l'année. Voilà. Il faut préciser que vous êtes aussi concessionnaire moto. On est aussi concessionnaire moto. Vous connaissez bien les moteurs? On connaît bien les moteurs, on est motoriste, on est préparateur moteur, on ouvre des moteurs toute la journée, on fait des compétitions moto au biocarburant, on essaie d'être très présent sur ce carburant-là. Ça fonctionne sur les bateaux, sur les motos, sur les voitures. Voilà, sur un bateau, sur un moteur de bateau, ça a un coût d'environ 850-950 € selon le nombre de cylindres. Et on divise par deux le budget carburant. Ok. Comment est-ce que vous faites une transformation? Comment ça fonctionne? Sur un bateau, c'est à l'aide d'un boîtier. On ne voit pas le boîtier, mais on voit la sonde de carburant qui analyse le carburant et qui va permettre de fonctionner au samplon, à l'éthanol, de mélanger les deux. Indifféremment. Voilà. Ça marche pas le moteur à eau, non? Non. Alors ça fonctionne que sur les moteurs essence, pas sur les moteurs diesel. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Par le budget carburant. Donc, même si on a une légère surconsommation qui est de l'ordre de 15-20%, ça reste hyper rentable. S'il y a plus de consommation sur... Ouais. Oui. C'est le travail du boîtier, justement, c'est d'injecter plus pour que ça fonctionne. Ok. Et combien de temps ça prend à transformer un moteur? Ça va dépendre des moteurs, mais on est entre 2 et 3 heures sur un moteur. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une petite question. L'éthanol, on sait que c'est hydrophile, c'est un carburant qui aime beaucoup l'eau. Et en tout cas qui se gonfle d'eau, qui se gorge d'eau. Oui. C'est une de ses caractéristiques. Plus que le samplon, c'est ça. Plus que le samplon, ouais. Et aujourd'hui, nous, sur les réservoirs qui sont souvent pas pleins, en fait, on enlève déjà beaucoup d'eau par les décompteurs tous. La question c'est de savoir en fait, quelle est la rapidité. Parce que sur une moto où on a un réservoir de 16 litres, enfin 200 km, 300 km, et avec un vrai renouvellement de carburant, nous on est sur des carburants qui peuvent stagner en mois, voire en années. Alors, le débat va être plus sur des réservoirs en métal. Sur les réservoirs en métal, on a effectivement ce problème-là, notamment sur des voitures anciennes, parce qu'on fait beaucoup de voitures anciennes, où effectivement on va conseiller souvent aux clients que les réservoirs soient pleins, limiter ça, voire l'annuler complètement. Sur des réservoirs en plastique, on n'a quasiment pas de problème. Après, ça va vraiment dépendre de plein de choses, mais le samplon a ce problème-là aussi. Je dis ça sciemment parce que en fait, c'est le gros problème qu'on a nous en tant que professionnel, et il n'y a pas de jugement de valeur sur aucun carburant. Mais là récemment, sur un de nos clients, on a retiré 35 litres d'eau de son réservoir. 35 litres d'eau? Sur 40. Sur un gros réservoir. Non, je me doute. 35 litres d'eau sur un réservoir de carburant, sur un Suzuki 200 chevaux, essence, tout ça, tout banal. Donc pour dire qu'en fait, réservoir moitié vide, 3/4 vide, avec des grosses variations de température entre les œuvres mortes qui sont immergées et les températures au-dessus du pont,
j'attire l'attention pour dire les gens qui, à mon sens, il n'y a pas de jugement là-dedans, les gens qui consomment peu leur carburant, je pense que c'est une solution qui est un peu dangereuse. Là, c'était sur un bateau équipé au biocarburant? Non, équipé au sans-plomb. Au sans-plomb, d'accord. Au sans-plomb. Qui est moins hydrophile en plus que... Ouais, alors, honnêtement, le problème, on l'a pas tellement. On en a d'autres, des petits soucis, notamment des problèmes de pompe à carburant sur des véhicules qui ont tourné longtemps au sans-plomb. Le fait de passer à l'éthanol, on demande un débit supplémentaire, on arrive à avoir des pompes à carburant qui posent problème. Mais ça va être sur des véhicules relativement anciens ou relativement kilométrés, qui ont beaucoup d'heures. Le problème d'accumulation d'eau, on l'a très peu quand même. Sur les bateaux? Sur tout type de véhicule. Ouais, c'est vraiment le côté de la condensation qui est En tout cas, on l'a pas beaucoup plus qu'au sans-plomb. Après, effectivement, si on a ce problème-là plus à l'éthanol, on peut mettre du sans-plomb l'hiver lorsqu'on n'utilise plus le bateau sans problème. Mais je vous rejoins sur le fait qu'on aura aussi un peu de problème avec le sans-plomb. Alors on pourra avoir un retour d'expérience parce qu'on a plusieurs bateaux à être passés au sans-plomb avec SMJ cette année. Et donc on pourra vous dire si on a rencontré des problèmes, on vous serait promis qu'on appellera. Pour vider l'eau, vous aider. Bonjour, c'est David, je suis en panne. Ok, bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. On a une autre chose à vous présenter, c'est François Boucher. La fin de la pêche sur la côte basque, c'est ça, hein, c'est à peu près ça. Oui, il a l'air en tout cas. Un résumé un peu rapide. Alors, François, et vous êtes président de Non, je suis simplement juste pour me présenter, je me suis déjà présenté à l'Assemblée Générale de l'année dernière. Certains d'entre vous n'étaient pas là. Je fais partie d'une fédération qui est la Fédération des plaisanciers de l'Atlantique et de la Méditerranée, mais qui sévit essentiellement sur l'Atlantique, donc sur le golfe de Gascogne. On représente à peu près 4000 plaisanciers et il y a 4 fédérations de plaisanciers. Ces 4 fédérations ont décidé depuis 2 ans de se parler. Elles ont fait comment on pourrait dire, un plan d'action commun, et elles ont non seulement fait ça, mais elles ont décidé de se grouper dans ce qu'on appelle la Confédération nautique de la plaisance, avec tous les professionnels, professionnels évidemment, les associations de ports de plaisance, et les constructeurs, c'est-à-dire la FIP. Et de façon, à faire remonter un certain nombre de problématiques au niveau du ministère, et deuxièmement, à coordonner la présence des plaisanciers dans le système de consultation, décision et établissement des plans de gestion des littoraux. 4 zones de littoral, vous avez peut-être participé à la grande consultation qui a eu lieu l'année dernière sur le sujet. Donc 4 grandes façades, ça s'appelle des conseils maritimes de façade, et donc nous avons décidé de nous coordonner et nous faisons une représentation très importante dans ce qu'on appelle le collège usager. Il y a un collège de politique, il y a un collège des pêcheurs et des conchyliculteurs, il y a un collège des professionnels, bien entendu, et il y a un collège des représentants, l'eau et la gestion des villes, parce que 90% de la pollution ou 80% de la pollution vient de la terre, bien entendu. Donc moi, je suis représentant pour le golfe de Gascogne dans ce conseil maritime de façade, et je suis même au bureau, c'est ce qu'on appelle la commission permanente, où on est 15, alors qu'au conseil maritime de façade, il y a 70 ou 80 représentants. Tout ça, c'est géré par la préfecture maritime, aussi la préfecture de région, mais c'est surtout la préfecture de maritime, et tout le travail est fait par les fonctionnaires de l'Office français de la biodiversité. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'Office français de la biodiversité. 80 ou 90% des employés techniques de l'Office français de la biodiversité sont des gens qui ont une très forte sensibilité écologique, sans être dans l'écologie politique, et je n'ajouterai pas les suffixes désagréables, mais ils ont quand même une très forte sensation politique. Et donc les plaisanciers, souvent, on est la dernière roue de la charrette, c'est-à-dire que quand il faut prendre une mesure, on commence par la prendre sur les plaisanciers.
nous avons il a été mis en consultation publique l'an dernier ce qu'on appelle le développement des aires marines protégées. Une aire marine protégée, c'est un parc national, c'est une Natura 2000, une zone Natura 2000, ça peut être comment je pourrais dire, une zone totalement protégée, presque rendue inaccessible à tout le monde, mais c'est très rare. Et dans ces aires marines protégées, le gouvernement, l'État, quelle que soit sa couleur politique, a pris l'engagement très fortement médiatisé l'année dernière au travers de la présidente de la République, l'année dernière, il y a 2 ans, plutôt 2002, de dire 30% d'aires marines protégées en France, et dans ces 30%, 10%, soit 3% de la surface des aires marines, de la surface maritime, deviendront des aires marines protégées, et 3% deviendront des zones de protection forte. Et c'est là que la polémique commence. C'est quoi la zone de protection forte? Alors, justement, une zone de protection forte, ça a 3 conditions. Je vous réexpliquerai ça plus longuement parce que c'est un peu compliqué. Ça a 3 conditions. L'une des 3 conditions est qu'il y ait une entité désignée qui soit capable de faire respecter la réglementation. Les autres domaines, c'est évidemment de dire qu'est-ce qu'on protège et comment on le protège. Et troisièmement, il faut qu'il y ait des objectifs chiffrés de protection. Ça ne sert à rien de dire qu'on va protéger contre l'algue zoodentelle si personne n'empêche les mouillages dans les zones d'algues et si on ne dit pas comment on mesure la pertinence, la continuité, la bonne santé de l'algue zoodentelle. Sinon, ça ne sert à rien. Donc ces 3 conditions sur une zone de protection forte sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre parce qu'elles font l'objet d'une consultation. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, parce que dans notre région, il y a... Alors, d'abord, sachons, juste la surface maritime, c'est les 200 000. Okay. Les 200 000 chez nous, c'est ça, c'est pas partout, ici, ce n'est 200 000 qu'à partir d'ici. Ici, eh ben, c'est 50-50 avec l'Espagne, c'est normal. Une aire marine protégée, c'est une zone Natura 2000. Natura 2000, vous en voyez, il y en a une ici aussi, où c'est un parc national. Vous voyez ce parc national-là, vous voyez mal celui d'Arcachon. Ce sont des zones, des aires marines protégées, qui n'ont pas été encore totalement formalisées dans le golfe de Gascogne, mais elles sont considérées comme telles. À l'intérieur de ces aires marines protégées, le projet est d'installer des zones de protection forte, des zones qui fâchent. Elles sont en jaune. Attends, je reviens juste avant. Elles sont en jaune et je voudrais juste attirer votre attention. Ce qui nous importe aujourd'hui, ce sont les vertes parce qu'elles vont faire l'objet d'une consultation sur 2025-2027. Les rouges que vous voyez, c'est pour après 2027, donc n'en parlons pas. Donc, que les gens de Cap-Breton se rassurent. Le gouffre de Cap-Breton, dont j'ai vu que vous allez faire une conférence, et c'est vachement important, parce que le gouffre de Cap-Breton, sur le plan écologique, sur le plan général, sur le plan touristique, c'est un endroit extraordinaire, et donc il faut qu'il soit géré correctement, mais il ne faut pas que ça empêche les gens d'y naviguer, d'y aller, d'en profiter. Si on a un littoral où on ne peut pas en profiter, ça ne sert à rien d'avoir un littoral. Ça c'est rouge. Cap-Breton c'est rouge, c'est pas tout de suite. Voilà, donc Cap-Breton c'est pas tout de suite. Par contre, 2 zones sont très importantes. Ce sont des zones qui sont au large de Hendaye, Bidasoa, et au large de Bayonne. Je ne me rappelle plus son nom exactement, moi je les confonds un tout petit peu, et vous allez voir pourquoi j'ai voulu pas vous parler. Ces zones aujourd'hui seront au moins protégées pour qu'on n'aille pas casser le substrat, la faune, et de façon à ce que la flore, excusez-moi, de façon à ce que la faune puisse s'y reproduire correctement. Ça veut dire pas s'ancrer dedans ou ça veut dire pas pêcher? Probablement pas ancré dedans, mais rien n'est défini. Ça va être défini en 2025-27 et on va être consulté. Et la raison pour laquelle j'ai attiré mon attention, non seulement de votre association, mais de celle d'Hendaye, des 2 d'Hendaye et de celle de Cap-Breton, j'irai à l'Assemblée Générale de Cap-Breton qui va avoir lieu en janvier, je pense,
J'irai peut-être à celle de Chincoudi, où je discute actuellement avec le président, mais ils sont moins motivés. Et j'irai bien entendu à celle d'Andaï, qui est le représentant d'Andaï. D'accord. Je ne pense pas qu'on soit vu se rencontrer déjà. Mais bon, j'étais préalablement membre de l'association d'Andaï. Andaï a choisi de plus s'occuper de ces choses-là, mais je pense que sur des sujets comme ça, il faut impérativement que vous soyez partie prenante. Le vrai problème que nous avons, et moi en particulier sur le CMF, donc le Conseil maritime de façade, qui est le bras armé, qui va définir les règles de ces aires marines protégées. Le vrai problème que j'ai, c'est que je n'ai pas de relais, que quand j'envoie des informations, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas quelqu'un qui veut bien travailler sur un certain nombre de sujets qu'éventuellement je pourrais lui demander de faire. Donc si je suis venu ce soir, c'est pour vous dire, vous venez vous augmenter le CA, trouver quelqu'un que ça intéresse, c'est pas compliqué. Là, aujourd'hui, on sait que l'environnement, c'est important pour nous, mais il faut dépasser les postures. Là, ça, c'est pas des postures. Hein. Il y a les écologistes qui font tout ce qu'il faut pour adopter les postures. Ils sont en minorité et ils sont totalement mis sous les thés noirs pour aujourd'hui. Ça peut changer demain si les écologiques arrivent à faire ami-ami avec les membres de l'Office français de la biodiversité. Ce n'est pas le cas avec les derniers gouvernements depuis 10 ans. Ça le sera peut-être dans 10 ans parce que les choses évoluent très vite, comme vous le savez. Donc nous avons en tant que plaisanciers besoin, représentants des plaisanciers, besoin d'avoir votre avis sur les risques plaisance, le risque pêche. Il y a des pros, il va être évalué. Le risque pêche, c'est si on fait une aire marine de zone de protection forte, si on fait une zone de protection forte, les pêcheurs professionnels vont peut-être beaucoup moins pêcher, parce que c'est eux qui foutent évidemment le plus de capharnaüm dans le système. Donc eux, ils sont professionnels, ils sont organisés, et ils ont demandé qu'on évalue le risque pêche. Le risque plaisance, nous sommes minoritaires, non intéressants véritablement sur ces choses-là, et peu pratiquants tout compte fait. Donc notre pouvoir est faible. Et donc c'est simplement en faisant régulièrement remonter des informations qui valent le coup, c'est-à-dire oui, il y a des pêcheurs qui vont à tel endroit, oui, ils pêchent tel type de poisson, oui, ils mouillent ou ils ne mouillent pas, c'est surtout valable à La Rochelle, là, du côté du Pertu breton et de la Gironde, ça l'est moins par ici, les deux zones que je vous ai montrées, il n'y a personne qui va mouiller parce que ça bouge tout le temps. Hein, c'est pas un sujet. Hein, c'est pas un vrai sujet. Donc, merci. Demande de relais, voilà. On le fera avec donc plaisir. ma demande, c'est le CA, essayer de désigner quelqu'un. Pour le moment, j'ai travaillé avec David. David m'a toujours répondu. C'est le seul des 4 associations qui me répond régulièrement. Et c'est un peu dommage. Quand on voit ce qui va se passer à Cabreton, quand on voit ce qui se passe en face d'Andaï, c'est un peu dommage que Andaï ne réponde pas, ils s'en foutent comme de l'an 40, parce que ce n'est pas leur sujet. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire passer ce message. Okay. Voilà, j'ai été beaucoup plus long que les 5 minutes pour ici. Merci pour le message à François par rapport à autre document qu'on avait. Il y a aussi un document qui existe sur qu'on a récupéré, une demande d'autorisation résiduelle de pêche maritime à bord d'embarcation. J'ai vu que ça existait. Quand des gens qui pêchent dans la Doue, dans les réglementations, c'est peut-être intéressant. Et si vous ne demandez pas l'autorisation, on vous la donnera. Très rapidement, avant qu'on conclue la réunion, parce que là, on a fait beaucoup de services, ça a été très attentif. On ne va pas vous faire languir plus longtemps. Juste 10 petits conseils pour l'hiver. Nettoyer son bateau, c'est vraiment des conseils comme ça, nettoyer son bateau à fond, c'est peut-être l'occasion de faire un nettoyage quand on ne sort pas. Vider tous les arbres d'eau, c'est des circuits, on en parlait tout à l'heure justement. L'eau douce pour traiter il y a des produits qui permettent de traiter dans les bateaux qui ont un réservoir d'eau douce de manière à ce qu'il n'y ait pas de bactéries qui s'y mettent. Là vous les trouvez chez Shipowner qui nous demandent pour mettre dans le réservoir. Pareil sur le moteur, puisqu'on ne sort pas, c'est l'occasion aussi de faire sa vidange. Je pense qu'ils sont moins occupés en plus l'hiver pour faire entretenir vos bateaux. Le stabilisateur de carburant aussi, c'est un petit conseil par rapport, vous en parliez tout à l'heure, justement, sur l'eau qu'il y a dans les réservoirs. Il y a des stabilisateurs, vous en pensez quoi, des stabilisateurs de carburant pour éviter l'eau?
dans les réservoirs, les antibactéries. J'ai pas compris la question. La qu'est-ce que vous en pensez des antibactéries? Ça fait partie du protocole, effectivement. Les protocoles antibactéries et antibactéries pour éviter d'avoir des bactéries. Et Oui, il faut savoir qu'il faut le mettre à chaque plein, pas uniquement pendant l'hiver. Il faut le mettre à chaque plein. Pour les batteries, soit mettre un chargeur, soit stocker pour ceux qui ne sortent plus, vous mettez vos batteries au sec. La sulfatation, c'est important, c'est souvent dans une batterie déchargée. Les cordages, vous pouvez, pour ceux qui vous les sortez, pour ceux qui viennent dans le bateau, pour les autres, vous pouvez les laisser. Anti-fouling, c'est peut-être le moment aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde de faire votre carrelage, finalement, pourquoi pas en hiver. En été, il y a trop de monde. Couvrir notre bateau pour éviter la pollution, ça peut être bien aussi. Et puis, graisse et winch et charme comme ça, et puis, ainsi qu'à notre bateau. Puis vous n'êtes pas obligé de sortir de votre bateau, d'hiverner votre bateau aussi. Vous pouvez également sortir, parce que c'est sympa ici, on est dans une région où on peut sortir toute l'année. Et vous n'êtes pas obligé d'hiverner, dernier sur scène, n'hivernez pas forcément, et allez profiter de la saison. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir pour cette assemblée générale. Merci à David. Merci à vous d'être là. Et puis, on vous invite à pouvoir échanger entre vous. Oui, une question? Je voulais juste dire à celui qui a parlé avant que Bayonne n'a pas de passage maritime.